Cameroun offre un paysage spectaculaire marqué par des sites touristiques naturels ou culturels qui font courir de nombreux touristes à travers le monde. Quelle est la situation réelle de cette destination? Comment capitaliser des investissements pour développer le tourisme et améliorer sa contribution à l'économie camerounaise? La rédaction de Stratégie nous invite à un grand voyage dans ce Cameroun, musée à ciel ouvert. Avant de retrouver notre invité grand témoin sur le plateau pour commenter nos reportages et apporter un plus d'informations aux téléspectateurs, nous allons d'abord faire le premier arrêt de ce voyage consacré au Cameroun, véritable musée à ciel ouvert. C'est le sommaire que signe Anissé Simon. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommet de votre magazine ce mois, nous vous offrons une belle carte postale du septentrion camerounais. Bienvenue dans le 3e épisode de notre série Cameroun, un musée à ciel ouvert. Pour ce numéro, arrêt dans les régions de l'Adamawa et du Nord Cameroun. Des chutes spectaculaires, des lacs mystérieux, des îles paradisiaques, des merveilles de la nature, des hommes, des histoires et festivals des contrées de l'Adamawa et du Nord Cameroun. Des sites touristiques peu connus et souvent difficiles d'accès. Nos reporters vous offrent l'occasion de découvrir et mieux connaître le Cameroun. Comment promouvoir le tourisme local ? Comment tirer profit de toutes ces richesses? Pour en parler, Bertrand Didier Bouga reçoit sur son plateau Emmanuel Oyebok, directeur des sites touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Et pour en savoir plus sur tous ces sujets que nous avons mis dans cette édition spéciale consacrée au tourisme camerounais, sous le titre « Un musée à ciel ouvert », nous recevons donc notre invité grand témoin, M. Oyebok Emmanuel Achaki. Il est directeur des sites touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs. Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous. Mr. Oyebok Emmanuel Achaki, welcome on our program. Thank you very much. It's our pleasure and delight and honor to be here in this program. You are here in the name of the Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, who have sent you here on our program to explain more about tourism in Cameroon. Yes, you're correct. Alors, avec vous, nous allons donc rentrer dans ce musée à ciel ouvert qu'est le tourisme camerounais à travers ses opportunités, mais surtout ce potentiel que l'on voit dans le Nord et le Grand Nord. Nous l'avons annoncé en entrée de cette émission. Nous faisons là une incursion dans notre série qui se poursuit après le Sud, notamment où nous sommes allés voir quel est le potentiel touristique camerounais avec la participation du ministère du Tourisme et des Loisirs. Nous étions donc dans le Nord et le Grand Nord. Monsieur le directeur des sites touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, quelle est la situation du tourisme au Cameroun? Je voudrais vous demander comment se porte le tourisme en ce début d'année 2019. Je pense qu'il me faut commencer tout d'abord de remercier déjà les organisateurs de ce programme et aussi parce que ça nous donne aussi une opportunité d'éclaircir les téléspectateurs. C'est aussi au nom du ministre d'État du Tourisme et des Loisirs que nous sommes présents ici aujourd'hui pour parler de la situation, comme vous avez bien demandé, la situation du tourisme au Cameroun. Je peux dire de prime abord que le tourisme au Cameroun est particulier. Particulier dans le sens que par rapport à la configuration d'autres destinations qui sont souvent un seul lieu ou bien une seule région qui est une destination touristique dans un pays, le Cameroun est particulier parce que nous avons 10 régions touristiques. Parce que ces 10 régions touristiques, il n'est pas très évident de définir avec un seul indicateur de la situation du tourisme au Cameroun.
Parce que pendant qu'une destination peut être en train de souffrir d'une raison ou d'autre, peut-être par raison, pour des raisons climatiques, pour des raisons environnementales, d'autres régions peuvent être en train de... Le tourisme dans d'autres localités peuvent tourner en plein régime. Pour ceci, nous allons voir, d'après le DSCE, parce que s'il faut évaluer dans le sens global, d'après le DSCE, le tourisme au Cameroun devrait enregistrer au moins 1 million de touristes par an et 600 touristes internes également par an. Donc ça, c'était l'objectif global. Mais vous savez que le tourisme en général est fait a pour l'objectif principal de lutter contre la pauvreté et également de l'emploi. Là, effectivement, je peux vous rassurer que le tourisme, au courant des années passées, bien que nous avons eu quelques chocs économiques, le tourisme a maintenu à un certain niveau le cap attendu. Donc parce vous que, rassurez nos téléspectateurs de la contribution du tourisme camerounais à l'économie nationale, au produit intérieur brut. Effectivement, je voulais conclure en disant que le tourisme camerounais est promettant. Voilà pour ce tableau prometteur, monsieur le directeur. Et pour l'année 2019, à quoi doit-on s'attendre au niveau du ministère du Tourisme et des Loisirs en termes de transformation de nos potentialités touristiques en véritable réalisation économique? Merci une fois de plus pour cette question pertinente. En 2019, d'abord, je veux relever que tout le pays, toutes les administrations entières du Cameroun se préparaient pour accueillir la CAN 2019. Et pour cela, beaucoup de nos projets étaient orientés pour accueillir nos hôtes et touristes éventuels. Oui. Pour cela, dans la région du Nord, vous savez très bien, il y a la construction des hôtels qui sont presque achevés à ce jour. Il y a également des aménagements des sites touristiques dans ces localités. En fait, dans presque toutes les villes dans lesquelles nous devrions accueillir cette CAN, dont les activités, les sites touristiques ont été envisagés pour l'aménagement. Et non seulement le gouvernement, mais également le secteur privé, vous savez très bien, tout le monde était mobilisé pour cette CAN 2019. Mais alors, est-ce qu'avec la CAN qui connaît un glissement de date, le tourisme camerounais lui aussi va enregistrer un glissement de recettes? Vous savez que... Ou d'intérêt? Disons que les activités, le chef de l'État a déjà dit que les travaux vont se poursuivre. Je ne voulais pas vous poser la question. Oui, le chef de l'État a déjà dit que les projets vont se poursuivre, ce qui nous rassure davantage. Et bien qu'on préparait la CAN avec une certaine pression, ça nous donne seulement une opportunité d'affiner nos produits, afin qu'au jour J de la CAN, nous aurons les produits de qualité. Alors ça, c'était des questions pour vous accueillir sur le tableau général du tourisme dans les années passées et également dans les projections pour l'année 2019. Cette édition de Stratégie s'intéresse précisément au tourisme dans les régions du Nord et de l'Adamawa. Que représentent ces régions sur la carte touristique du Cameroun? Les régions du Grand Nord constituent une banque des atouts touristiques, tant naturels que culturels. D'autres, certains, comment dire, dans certaines études, il est décrit que cette région a un paysage spectaculaire. La région, au Cameroun en général, nous avons plus de 850 sites touristiques. Et dans ces 850 sites, je peux vous rassurer que plus de 25% de ces atouts touristiques se retrouvent dans cette région. Ce qui fait que c'est une région très stratégique pour le ministère, pour le tourisme camerounais en général. On peut citer dans la région d'Adamawa plusieurs lacs, les chutes
On peut dire, nous avons le lac Tison, les chutes de Télo, si on peut dire juste un certain nombre, le lac Pagnéret à Tibati. Nous avons également de l'amida, qui sont une sorte de magasins, des vestiges culturels et anthropologiques et autres œuvres archéologiques même, on pourrait dire. Nous poursuivons ce magazine et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en compagnie du directeur des sites touristiques au ministère du Tourisme et des Loisirs, M. Oyebok Emmanuel Achaki, est sur ce plateau pour nous accompagner dans ce voyage que nous menons à travers le Cameroun depuis quelques éditions déjà. La série lancée donc avec l'Ouest et le Sud se poursuit aujourd'hui avec un cap mis sur les régions de la Damawa et du Grand Nord. Nous allons voir dans le premier reportage de cette édition, M. Oyebok, les sources thermales de Would dans le Faro Deo que vous connaissez très bien, le bois de Mardok en passant par les chutes de Télo, le lac Tison et le range de Ngaoundaba. La liste n'est même pas exhaustive. On va donc parcourir la région de la Damawa en compagnie de nos reporters Merveline Tapi et Brice Fotso qui signent ce reportage avec, vous allez le voir également, des arrêts sur quelques spécialités et coins chauds. Reportage. Ngaoundéré, capitale régionale de l'Adamawa. Nombril de l'Afrique en miniature du fait de sa position géographique, dans cette région carrefour entre le Grand Nord et le Grand Sud, la nature est le plus grand architecte que la Terre n'ait jamais connu. Dans la partie ouest de cette région se trouve la commune de Tignière dans le Faro Deo. 63 000 âmes installées sur 500 km². Elles sont Boum, Péré, Niem Niem, Baya ou Kanouri. Elles vivent des activités agro-pastorales, du transport, du petit commerce et du tourisme. Lors de notre passage en 2017, Mohamedou Laminou était le maire de cette commune aux sites touristiques innombrables. Nous avons essayé de monter des projets avec la délégation départementale de tourisme pour la mise sur pied des piscines thermiques et même un campement pour l'attraction touristique. Après cette petite visite de courtoisie rendue au maire, nous allons à la découverte de Wouldé. Nous arpentons l'autre versant de la falaise de Mbé, encore dans un état sauvage. La route très enclavée ne nous arrête pas pour autant. Situé à 35 km de Tignière, le village Wouldé, qui signifie chaleur, tire son nom de cette source thermale. Buanderie à ciel ouvert pour les uns, d'autres viennent pour y cuisiner des aliments. Donc vous voyez l'œuf comme ça là, vous le mettez, ça fait 5 minutes vous enlevez, c'est déjà cuit et vous mangez. Et la personne qui met l'œuf là, si ça cuit là, c'est lui-même qui va enlever, pas une autre personne. Ah bon? Oui. Non mais tout non. Non. Venez non. Prenez, enlevez l'œuf là. Faut enlever. Ça chauffe, ma Véline? Non, c'est cuit. C'est pas cuit. Ça ne fait rien. Impossible de tenir longtemps sur place sans se brûler la plante des pieds. Mais que se cache-t-il sous ces eaux? Il y en a qui sont venus, ils ont dit que bon, là en bas, c'est le carbure qui est là en bas. Mais c'est de l'industrie qui se prévoit. Bon, j'ai dit, ah bon, c'est bien, c'était les Canadiens. Ancien fonctionnaire à la retraite, le Djaouro ne peut dire avec certitude l'origine de cette source, mais il a plusieurs fois été témoin des miracles qui s'y sont opérés. J'ai envoyé une femme ici qui n'accouchait pas. Il est venu demander à mon oncle qui était chef. Ici, il a demandé, on l'a amené ici, il est venu faire ce qu'on devait faire, il s'est lavé, dès qu'il est rentré, quelques 3 mois seulement, la femme était enceinte. Une source de jouvence abandonnée à elle-même, et même le pont qui la supplombait n'a pas résisté à la force des eaux. Nous n'avons pas
le pont. Vraiment, on peut, ce que je voudrais demander, c'est que vous transmettiez ces doléances à qui de droit pour nous venir en aide. Je sais que le gouvernement est courant plus que tout le monde même. Avant même que moi-même, qui suis dans ma maison là, je sois au courant que le pont est parti, le gouvernement est déjà au courant, que le gouvernement prenne ça en charge pour nous aider. D'un mystère à l'autre, nous nous rendons au lac Tizon à 7 km du centre de Ngaoundéré, sur la route de Menganga. Une oasis de quiétude et de fraîcheur. Ce lac de cratère appartient au bassin de la Sanaga. Avec ses 300 mètres de diamètre environ, il est bordé d'arbres de multiples essences. Les variations des couleurs de ces eaux demeurent une énigme. Aladi Sali, originaire d'ici, est également chargé de la promotion du tourisme à la délégation régionale du tourisme pour l'Adamawa. Toute la beauté. Quand le ciel est bleu, avec les algues sous-marines que vous observez, qui sont généralement en saison sèche, vertes, c'est ça qui fait que la couleur du lac soit noire actuellement. En saison pluvieuse, vous allez constater que les algues là ont plutôt une couleur jaunâtre. Et vous allez voir que le lac sera un peu plus clair. Avec une moyenne de 250 visiteurs par mois, son charisme et sa froideur traduisent assez bien sa dangerosité. Un lac hostile qui force l'admiration et la curiosité sans toutefois se laisser dompter. La nage est interdite parce que jusqu'ici, il y a encore émission de gaz rares dans l'eau. Et on ne connaît même pas la nature des gaz qui sont rejetés à la surface. Sa femelle, quant à elle, accueille les visiteurs avec beaucoup plus de chaleur ici au ranch de Ngaoudaba. Nous sommes à 35 km de Ngaoundéré. Cet ancien campement de chasseurs est une destination très prisée par les touristes. Célestine et Hervé, 2 employés de banque, ont choisi d'y séjourner pour leur congé annuel. Il y a plusieurs amis qui nous en ont parlé et puis avec d'autres amis, on a décidé de venir découvrir. Et on doit dire qu'on ne regrette pas le déplacement. J'ai eu à faire des villes comme Kribi et le sud, et Bolova. Bon, donc pour ces congés-ci, je me suis dit qu'il était intéressant pour moi de visiter le Grand Nord. Donc je suis venu en Ngaoundéré. On m'a beaucoup parlé de ce ranch. Et je me suis dit qu'il ne faudrait pas que je rentre sans dépasser ici. Et pour l'expérience vécue, je suis très heureux. Pour les 2 nuitées déjà passées au ranch, ils sont respectivement à 50 000 francs de dépenses, tout frais inclus. Dans cette structure d'accueil autonome, les chambres varient de 20 à 45 000 francs CFA selon le standing. Tout est construit avec des matériaux locaux et le décor est typiquement africain. On y mène une activité agro-pastorale. Vous avez de l'autre côté des bœufs. Et ces bœufs-là sont d'une espèce rare qu'on appelle goudali. Ce sont des espèces qui sont riches en production laitière. L'eau qui alimente le ranch nous vient du lac. J'ai vu, on m'a pas dit cousin, j'ai pas eu zéro. Outsider, tout le monde disait que je... Au musée du ranch, des trophées de chasse sont exposés avec fierté. Si le ranch a vu défiler de nombreuses personnalités depuis sa création, un vibrant hommage est rendu à l'une d'entre elles, un ancien président français qui y a séjourné il y a plus d'une 30aine d'années. La sculpture de tous les meubles du ranch de Ngaoundaba ont été façonnés à l'image du président français Valéry Giscard d'Estaing, qui a séjourné ici en 1985. Et voilà le trophée du président français Valéry Giscard d'Estaing qu'il a abattu avec cette arme. Notre odyssée dans la région de l'Adamawa se poursuit. À une 50aine de kilomètres à l'est de Ngaoundéré, sur la route de Belel, les chutes de Télo méritent un détour. Très spectaculaires, elles sont hautes de 50 mètres environ et dans leurs entrailles se dissimule une vaste caverne où l'on peut accéder par le côté de la cascade.
Un beau carreau permet d'observer les chutes et de pique-niquer en toute quiétude. Au-delà de ce cadre ludique, de nombreux rites sont pratiqués au pied des chutes d'eau. La magie va-t-elle opérer? En attendant que les dieux se prononcent, le soleil se couche sur Télo. Le lendemain matin, nous entreprenons d'explorer le cœur de Ngaoundéré. Après les périphéries, le centre-ville. Premier arrêt ici au bois de Mardoc. Le parc tire son nom d'un cours d'eau qui le traverse, mais aussi de ce quartier qui l'abrite. Il est bâti sur une superficie globale de 13 hectares. La visite guidée se fait avec Gabriel Amougou, responsable des services techniques auprès de la communauté urbaine de Ngaoundéré. Ça, c'est le mont Ngaoundéré. C'est d'où vient le nom Ngaoundéré. C'est pour cela que M. le délégué a pensé mettre ça ici au cœur, parce que c'est le centre du bois. Estimé à 2 milliards de francs CFA, le projet est à 75% de réalisation. L'inauguration est prévue en 2021 et les travaux de construction de ce parc écologique ont débuté en 2013. On a signé une convention avec le ministère des Forêts pour pouvoir non seulement sauvegarder les espèces, mais aussi rendre aussi l'endroit attrayant. En attendant la fin des travaux, certains services sont déjà fonctionnels tels le restaurant ou encore le jardin public. L'accès à ce centre de loisirs coûte 100 francs CFA par tête et les recettes journalières en période basse peuvent atteindre les 500 000 francs CFA grâce à l'unique manège de la ville. Nous avons des revenus trop importants, de telle manière que pour entrer, rien que pour entrer et avoir accès au balançoire, vous payez 250. Mais maintenant, pour aller ici, vous donnez 500. Donc vous voyez donc que ça produit vraiment. Au milieu de ce décor somptueux et de ces grands arbres à l'ombre généreuse, des ruelles dallées aux banques publiques merveilleusement posées. Nous tombons à tout hasard sur ce groupe de jeunes en pleine séance de travail. Kalgama est cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous sommes ici au bois de Mardoc dans le cadre d'une semaine d'activité chez nous que nous appelons la semaine de la coopérative, qui a débuté depuis le 3 et qui est censée s'achever vendredi, après-demain. Et l'activité d'aujourd'hui, en principe, il s'agit d'une petite excursion avec nos adhérents, nos enfants que vous voyez. Ce sont des apprenants dans notre salle. On a consacré cette journée de mercredi pour un peu de détente. Donc, mon endroit préféré, c'est souvent où on a fait un monument là-bas. C'est là-bas souvent que moi je reste. Non, seul pour me balader. Donc, tout ce que ça me permet de me divertir, noyer mes soucis. Encore en chantier, le motel à lui seul va coûter 500 millions de francs CFA. Il est financé, construit et équipé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. L'autre côté, ça a déjà été équipé. Et ce projet aussi contribue à la valorisation des matériaux locaux. Donc, vous savez, avec ce système de changement climatique et autres, en utilisant au moins les matériaux locaux comme vous voyez, c'est pour atténuer. Non loin du motel, un zoo qui abritera les espèces sélectionnées. Mais dans ces étangs de 3000 mètres carrés, des alevins se transforment progressivement en poissons géants. Cette partie du parc, c'est le stade de l'élevage des pêches. Le coût des travaux ici, nous sommes à hauteur de 45 millions. Après la visite des étangs, nos papilles gustatives se mettent en émoi. Une pause s'impose. Toujours en compagnie de M. Sali, nous traversons la ville pour la gare. Chez Magnier, restaurant Une Fourchette, recommandé par le ministère du Tourisme et des Loisirs, nous sommes accueillis avec beaucoup de convivialité. Soyez les bienvenus au restaurant Magnier. Merci. Sa particularité, c'est qu'elle est diversifiée. Elle ne fait pas que les mets du Nord, typiquement. Elle fait un peu les mets de toutes les 10 régions du Cameroun. Vous allez voir sur la carte, nous avons le héros, le Kwakoko, la banane malaxée, l'ondolé,
la sauce au pistache, surtout accompagnée du couscous de manioc, qui est aussi une particularité de la région de l'Adamawa. Originaire de la région de l'Ouest, Gisèle Ndjouyep a suivi son mari, cheminot, aujourd'hui à la retraite. Arrivée à Ngaoundéré en 1987, elle ouvre son premier restaurant au sein de la gare ferroviaire en 1988. Avec les travaux d'aménagement de cette gare, elle rejoint cet autre site où elle est installée depuis 2011. Avant que Boko Haram n'arrive, vraiment on tournait. Puisque Ngaoundéré était un carrefour et tout se brassait ici avant de prendre n'importe quelle direction. Aujourd'hui, tout est en baisse. Le plat varie entre 500 et 2000 francs CFA. Grâce à la qualité du service qu'on retrouve ici, le restaurant chez Mani a remporté le deuxième meilleur prix de la région dans la catégorie restauration pour le compte de l'année 2018, une compétition organisée par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Le premier prix a été décerné à cet autre restaurant que tient Henriette Rosine Tchatchoua. Nous mettons en avant les légumes, les aubergines, le folon, le quem, nous mettons également en avant les fruits, beaucoup de fruits dans nos menus également. Voilà pourquoi nous avons choisi le nom l'aubergine. Formée à l'école d'hôtellerie et de tourisme de Ngaoundéré, elle adapte les plats internationaux à la diversité locale. Elle compte une moyenne de 30 à 40 plats servis par jour. À l'école, on nous a donné une façon de faire une sauce basquaise. Mais aujourd'hui, nous essayons de camerouniser notre basquaise. Nous le faisons comme notre maman nous a appris à cuisiner à la maison. Pour les amateurs de lait de vache, tout un espace leur est dédié. Youssouf est le gérant de ce bar laitier. À 500 francs le bol de kossam accompagné de daiquiri ou de riz, chacun y trouve son compte. Comme nous sommes dans la zone de l'Adamawa et que c'est une zone de l'élevage en fait, donc on a trouvé bon pour se créer un bar qui va nous servir à produire le lait. Si vous venez ici par exemple le soir, quand il y a peut-être une soirée Champions League, c'est tellement plein. Dans le game, ce n'est que l'évolution. L'évolution. Décourager, c'est pas une bonne idée. Dormez pour nous, on a... Au-delà de la gastronomie, la ville de Ngaoundéré offre un parc hôtelier diversifié. Transcam, Maraba, la liste est longue. Ici au quartier Baladi 1, l'un des plus jeunes établissements de la ville, Alivis Hotel. Classée 1 étoile, elle a une capacité d'accueil de 14 chambres. Les agents du ministère du Tourisme et des Loisirs effectuent régulièrement des descentes dans ces établissements hôteliers pour détecter des infractions. Dès que vous n'avez pas le panonceau, pour tout touriste éveillé, il sait que vous n'êtes pas autorisé. Vous n'avez pas l'autorisation d'exploitation de votre établissement, ce qui signifie que vous êtes clandestin. Et ce panonceau a une validité de 99 ans. Après 26 ans passés en France, le promoteur Clovis Mchomo est revenu s'installer dans sa ville natale. Il est 10 heures, place au ménage dans les chambres. Bon, il y a des gens qui aiment marcher nu-pieds chez eux, quoi. Donc, c'est pour ça que bon, dans certaines chambres, donc, il y a une ou deux chambres où on a mis aussi de la moquette pour que bon, ceux qui veulent, ceux qui aiment peut-être marcher pieds nus, bon, ça, se sentent un peu plus à l'aise. Avec des chambres de 15 à 20 000 francs CFA, son taux d'occupation est estimé à 30%, mais il reste optimiste. Si les choses marchent telles qu'on a prévu dans quelques temps, je ne sais pas, ça peut être dans 1 an, dans 2, 3 ans, on pourra agrandir l'hôtel et tout, et puis bon, et rajouter beaucoup d'autres services qui pour le moment n'existent pas encore. À Vina Palace, l'heure est aux travaux en ce début de saison touristique. Ouvert depuis 2008, il a une capacité d'accueil de 59 chambres. Depuis les différentes crises que traverse le pays, l'activité hôtelière a pris du plomb dans l'aile. Amadou est le gérant du palace.
Ça marchait avant. Mais depuis Boko Haram, l'accueil a un peu diminué. 16 000 francs CFA la chambre classique, on peut y avoir des suites comme celle-ci à 26 000 francs CFA. Le chiffre d'affaires journalier avoisine les 250 000 francs CFA. Une extension a été faite en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, initialement prévue au Cameroun, mais qui a connu un glissement de lieu à quelques mois de ce rendez-vous majeur. Un coup dur pour Aladi Ibrahima, promoteur de cet établissement hôtelier. Ça nous humilie, mais c'est un événement que tout le monde attendait. Bon, on savait que ça allait nous ramener beaucoup de devises et puis beaucoup de distractions. Malheureusement que ça a été retiré. Bon, maintenant on est en train de subir. Ça vient de Garoua et ça bosse. Assalamu alaikum. Une fois la nuit tombée, nous découvrons Ngaoundéré by Night. Tous les chats sont gris ici à Philadelphie, un des snack bars et discothèques les plus réputés de la ville. Difficile d'y tourner en toute liberté. Tout le gratin de la ville s'y retrouve le soir pour un moment de détente. Ouvert 7 nuits sur 7, de 17h à 6h du matin, on y fait des recettes d'1 à 2 millions de francs CFA par soir, tel que nous l'explique Janvier Gaëtan, le superviseur. Si tu n'es pas à Philadelphie, tu es nulle part ailleurs. Et comme vous avez un peu constaté la qualité du milieu, il y a un très vieux slogan qui dit « c'est la qualité du milieu qui étanche la soif ». Selon les statistiques de la délégation régionale du tourisme et des loisirs de l'Adamawa, cette région septentrionale du Cameroun a accueilli environ 6 000 touristes au cours de l'année 2016. Un chiffre en légère augmentation par rapport au taux enregistré dans cette partie du pays en 2015. Pour prendre le pôle touristique de la région, nous allons à la rencontre du patron du tourisme ici. Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa, est aussi capitale du tourisme du Cameroun, s'il faut le dire. De par les cultures qui cohabitent et aussi les merveilles de la nature. Nos différentes chutes, nos différents lacs, nos montagnes, sans oublier également nos ranchs, mais aussi nos traditions avec les grandes chefferies telles que les Lamidas de Ngaoundéré, de Bagno, de Tibati. Mais la montagne au nombril a mal à sa chair. Ce nombril qui est l'identité en réalité de la ville, qui a donné le nom, n'est-ce pas, à la ville, et qui malheureusement aujourd'hui est tellement menacé de l'urbanisation. Et il est question pour nous aujourd'hui d'interpeller les uns et les autres, n'est-ce pas, la prise de conscience afin de limiter, n'est-ce pas, cette action humaine sur ce milieu naturel qui, à la longue, pourra, n'est-ce pas, détruire notre identité. Les 3 régions du Grand Nord, notamment l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord, sont déclarées zones à haut risque par les chancelleries occidentales qui conseillent à leurs ressortissants de ne pas s'y rendre à cause de la menace Boko Haram. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à beaucoup booster, n'est-ce pas, la croissance, n'est-ce pas, du nombre de visiteurs dans la région. Mais toujours est-il que nos projections, nous voulons que d'ici 2020, qu'on atteigne facilement les 100 000 visiteurs. C'est possible. Malgré la menace qui plane sur l'industrie touristique, ce secteur rapporte 6 milliards de francs CFA dans la seule région de l'Adamawa, un chiffre qui pourrait s'améliorer si le secteur est assaini. L'un des facteurs qui découragent nos promoteurs et qui font qu'on est pratiquement en train de vivre le phénomène de fermeture des établissements de tourisme dans l'Adamawa, c'est le trop-plein d'intervenants dans le secteur du tourisme. Si on pouvait harmoniser nos actions et qu'on sache exactement en quel moment est-ce qu'on doit sortir, au lieu de multiplier, n'est-ce pas, des contrôles, faire c'est qu'on ait un seul contrôle qui regroupe toutes ces administrations, ça aurait pu alléger, n'est-ce pas, la tâche à nos promoteurs, ça aurait pu diminuer, n'est-ce pas, les chaînes d'intervention qui font que ça devient un gouffre de développement pour notre économie. Imaginez donc maintenant que ce soit à un niveau beaucoup plus supérieur, que ce sont des visiteurs internationaux qui viennent au Cameroun, en termes de visas, en termes, n'est-ce pas, de frais de transport, en termes de douane.
parce qu'il y a des matériels qui sont dédouanés. Donc, ça fait beaucoup de devis qui rentrent dans le pays et que le pays décolle véritablement. À propos de décollage, ça vous dirait de faire un tour en altitude? L'incontournable falaise de Mbé se dresse sur notre chemin quand nous prenons la direction de Garoua, capitale régionale du Nord. Longue de 10 km environ, elle donne le vertige vue d'en haut. En fait, le ministère du Tourisme a investi, comme vous pouvez le constater, sur ce site qui est un motel de passage. Vous savez, la falaise est le lieu où les camions qui ne sont pas en bon état ont souvent l'habitude de stationner pour des pannes, des petites pannes, et souvent pour un mauvais dosage de bagages. Donc, ils prennent des tonnages qui souvent les dépassent pour monter. Alors, le ministère a réfléchi et vu que c'est un site, c'est l'endroit le plus haut de la région, on a voulu exploiter et mettre en exergue un peu cette particularité-là. Donc ici, c'est le motel que le ministère a bien voulu construire. Il y a un motel, il y a une salle de conférence, il y a un restaurant de prévu. Et ce site sera rétrocédé à la commune de Mbé. Comme je vous l'avais dit, tous les projets inscrits dans le registre du développement durable sont rétrocédés aux collectivités locales décentralisées. Les équipements sont encore emballés parce que nous avons réceptionné les lits, les matelas et les lustres il y a de cela 4 ans. Jusqu'ici, le site n'est pas encore exploité. Bon, c'est dû à la lenteur administrative sûrement dans les collectivités locales décentralisées. Or, le site est déjà viable, électrifié, il y a de l'eau, il y a tout. Normalement, ça devait déjà être en exploitation pour que les investissements qui viennent après viennent de manière complémentaire. Depuis le Mirador, nous avons le monde à nos pieds. Le paysage est pittoresque et la vue renversante. L'horizon s'ouvre à nous. Difficile de résister à la tentation. Après les bois de Mardoc, un détour au lac Tizon, nous voici sur les hauteurs de Mbé et c'est ici que s'achève notre périple au sein de la région de l'Adamawa. Mais comme vous pouvez le constater derrière moi, le nord nous ouvre grand les bras et nous allons prendre la route pour de nouvelles découvertes. Allez, suivez-moi. Voilà donc pour ce tableau reluisant, il faut l'admettre, c'est une région, on va dire, construite pratiquement, vous l'avez dit aussi au début, par la nature. Le paysage est très beau, il est attractif. C'est une grande curiosité, mais on peut constater, monsieur le directeur, que beaucoup reste à faire pour viabiliser certains de ces sites, pour faciliter l'accès, pour les rendre même un peu plus connus, j'ose pas dire populaires. Qu'est-ce qui est envisagé à ce niveau au ministère du Tourisme et des Loisirs? L'aménagement des sites touristiques est un domaine très important, très capital dans une destination touristique. Ça dépend également, l'aménagement est fonction de la valeur des sites touristiques, de la nature des sites touristiques et l'aménagement envisagé. Parlons de la nature. Nous avons des sites artificiels, sites touristiques artificiels et les sites touristiques naturels. Vous comprenez donc que l'aménagement varie entre ces deux. Il y a un qui demande une forte intensité de main-d'œuvre ou bien de la contribution humaine et l'autre est, on appelle souvent les monuments naturels. Donc il a besoin d'un très peu d'aménagement en termes d'action humaine. C'est-à-dire que ça n'appelle pas de modification de la structure. Effectivement. Oui, parce que c'est l'œuvre de la nature. Oui. Également, on ne va pas s'arrêter sans toutefois aussi évoquer le facteur coût. Parce qu'une étude qui avait été menée au ministère du Tourisme et des Loisirs a démontré que l'aménagement effectif d'un site touristique varie entre 2 et 3 milliards. Ce qui fait que quand vous regardez le budget du ministère du Tourisme, le budget total, investissement et fonctionnement, tourne autour
de ces chiffres-là. Sans vous faire perdre votre fil d'idée, sur la question précise du budget de financement d'aménagement des sites, quelle est la contribution ou la collaboration que vous envisagez et entretenez avec les partenaires privés, par exemple? J'en arrivé à cette question, à cet aspect-là, pour dire que globalement, la politique d'aménagement c'est un partenariat entre l'État et le secteur privé. Quand on dit l'État, on veut parler du ministère du Tourisme et d'autres administrations concernées, par exemple le ministère des Travaux publics, qui a l'expertise en matière d'aménagement de voies d'accès ou bien des routes en général. Donc, cet côté-là, c'est la responsabilité du ministère des Travaux publics après quelques recommandations du ministère du Tourisme. Donc, le ministère des Travaux publics programme les voies d'accès pour entretenir. Vous savez également qu'il y a le facteur de saisonnalité. Saisonnalité dans le sens que le climat, comme c'est les routes en terre, ça demande à réhabiliter régulièrement. Parlons donc de l'autre côté de la contribution du secteur privé. Le ministère, en réalité, ou bien l'État, sous le ministère du Tourisme et des Loisirs, fait la viabilisation. La viabilisation, qu'est-ce qu'on veut dire? Les infrastructures de base, routes, électricité, eau et quelques infrastructures d'hébergement ou de restauration. Voilà un peu fondamentalement le rôle de l'État, quitte à ce que le secteur privé s'intéresse maintenant sous un partenariat avec l'État pour mener d'autres investissements qui peuvent beaucoup agrémenter le séjour des touristes. Dans la stratégie menée au niveau du ministère du Tourisme, chaque région, le ministère a essayé de prioriser un certain nombre de sites par région afin de satisfaire la demande, parce que la demande touristique du Cameroun est par région, en fonction de la forme de tourisme sollicitée par nos visiteurs. Donc, pour la région de l'Adamawa et du Nord, nous avons des sites, par exemple, le lac Paniéré, qui a déjà bénéficié plusieurs années des investissements. Nous avons le lac Tison, qui est même, je crois que l'année 2019, il y a des investissements prévus pour cela. En plus de tout cela, pour ne pas être détaillé, je vais vous rappeler que toutes les communes ont été bénéficiées de la dotation du ministère du Tourisme en matière de la décentralisation pour aussi contribuer à la viabilisation des sites touristiques. Parfois, on veut aller, notamment pour l'Adamawa, on veut bien aller passer des semaines, on veut y rester quelques jours pour visiter tous ces sites, mais où loger, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui est fait pour que les conditions, les infrastructures d'hébergement s'améliorent dans cette région? Mais si je peux dire que dans les perspectives de la Cannes qui étaient envisagées, et qui restent envisagées, beaucoup des actions dans le sens de classement des sites touristiques par la direction des entreprises touristiques et par les délégués régionaux ont à permettre que les établissements améliorent les qualités de services, parce qu'ils ont programmé sur l'autorité du ministre d'État de mener des contrôles dans ces établissements et se rassurer que les visiteurs peuvent avoir de bonnes conditions d'hébergement. En ce qui concerne l'offre,
avec le temps, entre 2013 et 2016, voire 2018, la capacité hôtelière de la région d'Adamawa a suffisamment augmenté, allant de moins de 100 à presque 120 établissements classés. Je veux préciser le mot classé parce qu'il y a des établissements qui naissent, mais qui sont des établissements non classés. Non classés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore sollicité l'agrément de construction et d'exploitation d'une structure d'hébergement. Après la région de l'Adamawa, monsieur le directeur, je vous invite ainsi que nos téléspectateurs à aller voir quel est le potentiel touristique, quels sont les sites que l'on peut voir dans la région du Nord. Nos équipes sont allées à l'assaut des monts Alanticas notamment. Mais avant les monts, nous avons visité les gorges de Kola, l'île aux Daman et aussi le lagon bleu qui force la curiosité et on va même dire l'admiration. Notre voyage dans ce Cameroun, grand musée à ciel ouvert, se poursuit donc avec un voyage maintenant dans la région du Nord. Nos guides demeurent Merveline Tapi et Brice Fotso. Reportage. Retour sur Terre. Nous amorçons la falaise à bord d'un bus de transport en commun en direction de Garoua. Un véritable calvaire sur l'un des axes routiers les plus enclavés du triangle national. Entre poussière et nids de chameaux, on ne sait à quel sens se vouer. 278 km pour une durée de 5 heures et 10 minutes en voiture, une estimation bien loin de la réalité. La saison sèche est proche. Les maillots tarissent progressivement. Fini les grands arbres aux feuilles vertes. Dans ces plaines, la savane domine le paysage. À 33 km de Garoua, c'est un tout autre décor qui s'offre à nous. La modernité et la tradition cohabitent en toute quiétude. Après la traversée du fleuve Benoué, nous rentrons en gare à Garoua, 8 heures de route plus tard. Retrouvailles chaleureuses entre collègues, avec Georges Lionel Messi, notre relais ici. Affamés, c'est à bord des mototaxis que nous nous rendons dans un resto du coin. Il y a les feuilles de moringa séchées, les feuilles de baobab, du keleken, ce qu'on appelle avec du gombo séché. Ouais, mais moi je vous conseille plutôt les feuilles de baobab et le moringa. À découvrir. D'accord. Okara moringa dili, konat dili, parce que gotet. Moringa dili, parce que gotet. Konat dili, parce que gotet. Une fraction de seconde plus tard, notre premier repas de la journée est servi. Le propriétaire des lieux, un grand fan du PSG, se fait appeler le Parisien. La spécialité, c'est le riz que nous préparons. On crase le riz, on le prépare, on fait les sauces africaines, surtout les keleng-keleng, le baobab, surtout les dosés, les folérés, le moringa, tout ça c'est notre spécialité. Un jour après notre arrivée, nous prenons la route de Guidère à 110 km de Garoua, dans le Mayo-Louti. Nous sommes en novembre 2017. Le Gouma, festival culturel guidard, bat son plein. La richesse culturelle de ce peuple est exposée dans toute sa splendeur. L'une des attractions fortes ici, c'est la danse Gouma. Loin des festivités, l'aventure nous amène aux gorges de Kola, situées à 5 km de Guidère. À bord d'un 4x4, nous traversons des champs de coton et de mil. En compagnie de Tizi Doubla, délégué départemental du tourisme et des loisirs pour le Nord, nous sommes reçus dès notre arrivée par les responsables du site. En fait, les gorges de Kola, c'est deux compartiments. Il y a un compartiment naturel, il y a un compartiment infrastructurel. Le compartiment infrastructurel, c'est l'ensemble constitué des boucaros d'hébergement, du bar-restaurant, des sites, des petits hangars pour des repos. En fait, ce sont des gîtes de repos. Et le deuxième compartiment, le plus important d'ailleurs, c'est le canyon, n'est-ce pas, qui a donné donc le nom au site en lui-même. Nous démarrons la visite par le compartiment naturel. Le site est en train d'être occupé de plus en plus par les populations riveraines. Donc il est plus qu'urgent
de le délimiter. Et cette délimitation nous permettra également à terme de pouvoir faire des projections pour les futures infrastructures que nous voudrions mettre en place. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a entamé le processus d'aménagement de ce site depuis 2010. Estimé à environ 30 millions de francs CFA, nous avons des rampes d'accès à l'entrée et à la sortie des gorges, un hangar, un gîte de repos, un forage, des panneaux solaires et même des chambres de passage pour ceux qui souhaitent y séjourner longtemps. Le site reçoit environ 1000 visiteurs par an. Ce taux a considérablement baissé depuis la crise sécuritaire dans l'extrême nord. Les étudiants et les élèves constituent une grande partie des touristes reçus ici. Toutes les grandes écoles, n'est-ce pas, convergent ici au niveau du site des gorges de Kola, parce que vous voyez qu'on est comme une espèce de zone tampon entre l'extrême nord et le nord. On est la frontière. Laboratoire à ciel ouvert, on est ici dans une version miniaturisée du Grand Canyon. Il faut se déchausser pour pénétrer les gorges. Conséquence des mouvements tectoniques, l'écartement des roches offre un paysage impressionnant. C'est cette faille qu'on appelle gorge. Gorge, pourquoi? Voilà, vous voyez tout de suite la relation, n'est-ce pas? Donc c'est ce long couloir, ce long passage-là qui mène, n'est-ce pas, à travers les deux blocs de roches. C'est cela qu'on appelle gorge de Kola. À 20 mètres d'auteur, la traversée fait 1,5 km. Depuis 2011, le site a été retrocédé à la commune de Guidère, qui a mis sur pied l'Office communal du tourisme pour sa promotion. L'accès coûte 100 francs CFA pour les élèves, 200 francs pour les étudiants. Les adultes nationaux doivent débourser la somme de 500 francs CFA et 1000 francs CFA pour les expatriés. 1000 francs également pour les preneurs d'images nationaux et 5000 francs CFA pour les étrangers. Nous poursuivons notre exploration. Chaque compartiment des gorges offre un spectacle ahurissant. On y retrouve des coins insolites tels la Vierge et son voile, la chambre du diable un peu plus loin et même un cœur sculpté par l'action de l'eau. On est justement dans le cœur. C'est une zone, n'est-ce pas, qui a la forme d'un cœur, n'est-ce pas, et qui est également très sollicitée par les touristes qui font toujours une halte pour prendre une photo. Nous sommes ici dans les profondeurs des gorges de Kola, situées à 5 km de la ville de Guidère. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, on y pratique également de la pêche artisanale. Il n'y a pas que la beauté, il y a également cette activité qui nourrit les populations riveraines. Et nous poursuivons notre périple dans les sites touristiques de la région du Nord. Nous quittons le paradis des roches sous l'escorte des occupants des lieux. Un an après Guidère, nous retournons au Nord Cameroun à la découverte de lac d'eau. Le climat est clément ce mois de décembre. Gare routière de Gong, nous attendons le chargement. C'est à bord de ce petit véhicule que nous effectuerons le voyage 4 par banc. On fait le plein avant de prendre la route. La commune de Lac d'Eau, dans le département de la Benue, est située à 65 km au sud de Garoua et couvre une superficie de 2250 km². Mama Abakaï est le maire de cette commune. Dans toute la région du Nord, vous n'aurez pas un lac artificiel d'une superficie de 700 km². Qui dit lac dit l'eau, et quand il y a l'eau qui est mixée aux montagnes, le lac crée des plages, les montagnes à côté décorent le lac et vous vous trouvez comme aux Antilles. Si on est à Lac d'Eau, on n'a pas besoin d'envier quelqu'un qui est à Kribi ou à Limbe. Donc, l'État même
a voulu développer ce potentiel touristique de lac d'eau en construisant un campement Lilo Dama. Les samedis et les dimanches, avec vraiment la pression des visiteurs à lac d'eau, très tôt dans la matinée, avant midi, vous verrez que tous les kiosques, tous les circuits ont pris des cartes. On vous dit qu'il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes parce que les gens ont tout consommé. Donc voilà un peu comment le tourisme et certains objets comme les filets, les pirogues que les gens fabriquent, les pagaies que les gens fabriquent sont emportés tous les samedis et les dimanches par des touristes. Donc voilà d'une manière palpable comment le tourisme contribue à améliorer donc le panier de la ménagère et même la bourse de nos pêcheurs et de nos agriculteurs. Premier arrêt, la station nautique. Encore en chantier, Oumarou est chargé de la construction du toboggan géant. Il a une hauteur de 4,20 m avec une distance de 18,80 m. Ok, ça chute quoi, à 18,80 m avant d'aller dans le réservoir d'eau. Daniel, quant à lui, se charge de la piscine. La piscine est sur 5 mètres sur 11. Le grand bassin est à 1,80 m, le petit bassin à 1 mètre. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas encore dire que la canne a été annulée parce que les travaux ne sont pas encore arrêtés. On accélère même plus tôt. Des chantiers importants qui créent de l'emploi pour les populations locales. Donc, même si je ne gagne pas beaucoup et c'est que c'est quelque chose de bien de mon village, je peux le faire parce que c'est pour mon village, c'est pour changer mon village. Il y a des jours que je gagne souvent par journée, je gagne 15 000. Comme je travaille le parpaing compté, il y a des fois que je fais monter 500 parpaings par jour. Le bâtiment que vous voyez là, c'est moi qui ai conçu. J'ai fini dans une semaine de monter le parpaing ici. Le travail, ça marche et ça a changé ma vie. Dans une semaine que je me retrouve que je sors des fois maximum de 50 000, je vois que je dépasse même certains fonctionnaires. Ces jours de marché à lac d'eau. Au bord du lac, l'activité bat son plein. Nous prenons en location une pirogue à moteur, 10 000 francs la traversée du lac. 2 km à parcourir ici sur le lac de Lac d'Eau et nous sommes en route pour l'îlot d'Amont. À côté de moi, Yaya, un riverain et guide touristique aussi, qui va nous parler un peu de ce merveilleux site où nous nous trouvons. Alors, nous sommes sur le lac et ça mesure quelques mètres. Oui, c'est à peu près 2 km de l'îlot d'Amont. C'est magnifique l'îlot d'Amont. Bon, il y a des Blancs qui viennent faire les touristiques, ils passent tout le temps et sont là, nous sommes là comme ça, dans les belles vies de l'îlot d'Amont. Combien coûte le trajet de la berge des côtes de Lac d'Eau jusqu'à l'île? Les traversées, oui, 10 000. Il y a aussi 20 000 francs, il y a aussi des fois 30 000. Et vous recevez à peu près combien de touristes par mois? Bon, des fois, au moins 4 ou 3 touristes qui viennent. Ah, là, ce sont les étrangers? Oui, oui. Et pour les locaux? Et il y a les locaux, chaque semaine, ils viennent. Surtout à Garoua samedi et vendredi. Il y a aussi les élèves et consorts des autres fonctionnaires qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que ce tourisme fait vivre le coin? Oui. S'il vient quand même, nous sommes vraiment satisfaits à tout temps. Bon, comme ce n'est pas ouvert, on va d'abord donner au délégué Alimatou Tidjani. Peut-être elle va aussi faire quelque chose pour les Blancs qui vont venir. Le temps d'un après-midi, on se croirait en vacances à Bora Bora ou aux îles Caïmans. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes sur l'îlot d'Amont au Cameroun. Le site est en réhabilitation en vue de la canne, tel que nous l'explique Franck Ounoudi, responsable des lieux.
L'île Odaman est là depuis peut-être apparemment 15 ans, je crois. Mais c'est là où on a eu trop de problèmes de gestion. Il fait un temps, ils avaient envoyé un colonel là, retraité qui avait géré peut-être juste pour une période d'un an ou un an et demi. Bon, ça n'allait pas et subitement, l'ex-ministre Baba Amadou l'avait dit d'arrêter la gestion. Et à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu quelqu'un pour gérer. Et ça continue toujours à se délabrer. La population est estimée à 1000 habitants sur cette île qui doit son nom à cette espèce protégée, les damans, dont la chasse est interdite sur l'île. À une pagaie de là, nous accostons au lagon bleu. Avec sa plage privée, des chambres avec vue sur l'océan, sur le lac, il compte parmi les destinations mythiques du pays. On dénombre plus de 70 sites touristiques dans la région du Nord, donc 30 dans la capitale régionale. Ici comme ailleurs, l'accès aux différents sites reste un problème majeur. René Danzabé est le délégué régional du tourisme et des loisirs pour le Nord. Les touristes se plaignent du problème d'accès à cause du réseau routier qui est extrêmement dégradé. J'en veux pour preuve, par exemple, le tronçon qui part de la ville de Garoua pour la ville de Poli, qui va dans la ville de Lac-d'Eau et qui va aussi dans le département du Mayo-Louti. C'est des routes qui demandent à être réhabilitées pour permettre aux touristes d'avoir accès facile à ces sites touristiques-là. Entre 2010 et 2012, on a recensé plus de 45 000 touristes par an dans cette région. Un chiffre qui a connu une chute vertigineuse après la crise sécuritaire Boko Haram. On a atteint l'un des chiffres les plus bas en 2016, soit 16 000 visiteurs. En matière de sécurité, des efforts louables ont été faits de la part du gouvernement. C'est vrai qu'en face, il y a les chancelleries occidentales qui ont formellement interdit à leurs ressortissants de visiter la partie septentrionale du Cameroun. Mais en réalité, même concernant l'insécurité, nous savons très bien que c'est par effet d'entraînement que le phénomène Boko Haram a fait en sorte que la région du Nord ressente cela. Mais en réalité, nous n'avons, depuis le début de la crise de Boko Haram, enregistré aucun cas d'incident lié à cette insécurité-là. Dans la région du Nord, je peux le dire aujourd'hui, est exempt de tout acte d'insécurité. Les touristes peuvent vaquer avec sérénité à leurs occupations touristiques sans se faire inquiéter. Avec les travaux liés à la Coupe d'Afrique des Nations dont Garoua habiterait l'un des sites, nous avons vu une certaine hausse, un certain engouement, une certaine hausse d'arrivée de touristes qui nous a permis d'arriver à près de 20 000 touristes par an en 2018 et qui a fait en sorte que les rentrées financières assez énormes ont été enregistrées et qui ont permis à doper un peu l'économie locale et même au niveau national. Après Guider et Lac-d'Eau, nous voici à Tchamba, dans le département du Faro, l'arrondissement de Beka, au pied des monts Atlantika, à proximité de la frontière avec le Nigeria. C'est d'ailleurs le Naira, la devise ici utilisée. Après une nuit paisible, l'hospitalité et la générosité des gens d'ici agrémentent notre réveil. Le Lamido, absent pour des raisons professionnelles, nous a confié un guide pour notre séjour. Après une balade sur le Faro, dont la moitié à Tari, nous prenons part à la Fantasia, organisée sur la place du village.
Le cheval, c'est le symbole du pouvoir dans la chefferie traditionnelle Peul. Et c'est aussi le matériel de guerre. La fantasia se fait par plusieurs moments. Ça peut être avant la guerre, pour voir si les chevaux sont en forme pour affronter l'ennemi. Et ça se fait aussi pour célébrer la victoire. Donc il y a donc différentes phases de cette cérémonie-là qui tendent de la danse des guerriers, la danse des princes, la danse du chef. Après la fantasia, nous effectuons une visite du musée du Lamida de Tchamba. Le musée de Lamida de Tchamba avait été attaqué par le feu. Et puis tout ce qui était à l'intérieur de ce musée-là avait été consommé par le feu. Et actuellement, c'est l'actuel Lamida qui est en train de reconstituer ce musée. Et la particularité de ce musée est que tout ce que vous voyez, c'est l'outil de guerre. C'est le fusil, c'est des arts, c'est des gessables, c'est des arcs. Donc, et de là, il est en train de reconstituer ce musée-là. Là, c'est pas le grand musée n'est même pas là. Ça, c'est juste un stock qu'on est en train de garder. Mais l'autre musée, il n'est pas là. On n'a pas retrouvé les clés. C'est derrière là. Donc, c'est ça, juste à titre de démonstration. Tout ce que là, vous voyez, ça, c'est l'habit de guerre. Tout ça. Oui, c'est fabriqué par les guerriers eux-mêmes. Là, on n'a pas besoin de mettre les guerriers là-dedans. C'est un habit blindé. Ici, dans la salle d'accueil, une partie du gouvernement conduit par le Premier ministre. Tchamba a toujours été la ville touristique du Grand Nord. Depuis le Safari Tour, il y avait une agence de tourisme là qui s'appelait Safari Tour. Même dans le net, ça existe aujourd'hui. Mais depuis longtemps, il n'a pas pu envoyer les clients ici. Mais depuis là, on avait les touristes, jusqu'à avoir d'autres agences de tourisme jusqu'à aujourd'hui qui amènent toujours les touristes ici. Le taux de fréquentation des touristes ici a vraiment baissé aujourd'hui, très compliqué à expliquer. Mais avant, en 2011, ici, du mois de juillet à septembre, on a enregistré 700 touristes. Les monts Alantika traversent également un autre petit village qui attire notre curiosité, Wangai. Sa Majesté Balo Mahaman y règne depuis 2009. La grande partie des populations ici, c'est les Koma. Nous avons au moins 80% de la population, c'est les Koma. Donc, leur origine, bon, je ne sais pas, leur origine est incertaine, mais on a grandi ici ensemble. Et ils ont grandi avec nos parents, soumis nos doléances, disons, à la hiérarchie. Nous avons des problèmes de route. Bon. Et puis, nous voulons également passer par vous, par les médias. Comme on dit que les médias, bon, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est l'occasion pour nous. Donc, c'est ça qui fait l'handicap dans ce département. Donc, s'il y avait une route qui passait du Goudron jusqu'au Nigeria, parce que les Nigérians ont pris, disons, le soin de goudronner jusqu'à la limite avec le Cameroun. Si le Cameroun aussi pouvait faire comme ils ont fait, comme eux, disons, mettre le goudron jusqu'à la limite. Donc, chez eux, à la limite, il y a des grands hôpitaux, il y a des routes goudronnées, il y a des grands marchés. Donc, c'est peut-être pour attirer les Camerounais peut-être à rejoindre le Nigeria. Bon, si le Cameroun aussi pouvait goudronner à partir du carrefour là, bon, jusqu'au niveau de la frontière. Le lendemain, nous touchons des doigts cette réalité. C'est à bord de moto que nous empruntons cette piste poussiéreuse pour nous rendre au pied des monts. Une barrière mystique protège l'accès au village Kouelo.
Issa, notre guide pour cette étape, nous précède. Et à quelle altitude? Dans chaque village, il faut protéger. Il faut protéger contre les mauvais gens, mystiquement. Mystiquement, tels que la rougeole, et puis le rhume, la maladie épidémique. Donc, mystiquement, un monsieur, il peut peut-être que la maladie là est de l'autre côté, comme la rougeole est entamée, le village comme Maïwa. Donc, un monsieur, mystiquement, il va apporter dans le village, dans un autre village. Donc, à partir de là, quand les enfants tombent malades, les plus petits, ils ne peuvent pas résister, surtout comme il a apporté des poisons. Donc, ça va tuer les gens. En cette circonstance, quand déjà avant la récolte, il faut faire la barrière. C'est-à-dire au moment quand le monsieur, il veut mystiquement, puis il apporte les mauvaises choses telles que composé de la maladie, de la rougeole. Donc, arrivé de longue distance, le paysan va le prendre. Oui, et il va mourir. Il va mourir quand il ne se déclare pas que voilà ce qu'il a apporté. Et s'il déclare, les vieux vont se réduire, ils vont venir, on va l'enlever. Et puis, il va payer le dommage. Notre présence suscite la curiosité du peuple Koma. À 300 km environ de Garoua, nous sommes à 500 mètres d'altitude sur les 1885 que mesurent les monts Alantika. On est à Koilo, là où on fait visiter les clients au mont Alantika quand on est au bord de la montagne, parce que d'autres clients ne marchent pas jusqu'au sommet. C'est juste on fait la visite, c'est-à-dire la marche, on utilise parfois les motos. La marche de 25 minutes à moto, après on fait la marche de 30 minutes à pied, doucement, jusqu'à arriver au village de Koilo comme ceci. Et là, ici, bon, on est avec la population du village, on visite le moulin traditionnel, et puis il y a aussi le grenier, on utilise le feu traditionnel et la douche locale. Chaque fois que les clients viennent ici, on est là, on nage dans l'eau cascade. Nous sortons des livres pour vivre l'histoire en grandeur nature. En plus du moulin traditionnel, le cache-sexe fait encore partie des habitudes vestimentaires ici. On se sert encore de la pierre polie pour faire du feu. Et les vivres sont conservés dans ce grenier. Mais le clou du spectacle, c'est ici, dans les entrailles de la terre, la douche locale bordée de marbre. Ici, on est à Koilo. Chaque fois quand on arrive ici avec les clients, on fait un peu le tour à partir de 11h, 12h. On est un peu fatigué. Pour se reposer à cause de la forte chaleur, on descend à la douche locale. On fait, la cascade. C'est ça. On fait la cascade, on nage ici. L'eau est fraîche, et naturellement. Naturellement, ça c'est la douche locale, c'est-à-dire la douche du village. C'est ça qui attire beaucoup les clients. Vous recevez au moins combien de personnes ici par mois ou par jour? Oui, avant il y avait assez de clients, mais le trouble du Nigeria, de Bokram, ça a un peu freiné le développement et même maintenant que Bamenda aussi. C'est ça qui peut, on n'a pas assez de clients. Sinon, avant il y avait des clients, à partir de cette période, pendant 3 mois, décembre, janvier, février, on avait assez de clients. On pouvait avoir combien de personnes par jour? Bon, on ne peut pas dire par jour, peut-être on peut dire par mois, peut-être 15 à 7 groupes. Oui, et de différentes nationalités. On a souvent des groupes de combien? Le minimum c'est combien? 10, 20? Oui, il y a le plus nombreux, c'est 20, 22. Les plus nombreux de groupes, de grands groupes, je peux dire. Nous avons gardé le meilleur pour la fin et c'est depuis ce décor paradisiaque au pied des monts Alantika que nous mettons un terme à notre odyssée entre les régions de la Damawa et du Nord Cameroun. Nous espérons que le voyage vous a plu et vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission pour de nouvelles découvertes des merveilles du Cameroun. Et comme on le dit ici en compagnie de mon ami Ika, Teka Teka.
Monsieur Oyebok, vous avez vu également cette description que vous ne découvrez pas pour ce qui est de la région du Grand Nord. Vous êtes un haut responsable du ministère du Tourisme et des Loisirs, mais je devine que beaucoup de Camerounais, téléspectateurs ce soir du magazine Stratégie, découvrent toutes ces richesses touristiques dont regorge le Nord Cameroun. Qu'est-ce qui est fait? Je vous ai posé la question tout à l'heure et vous ne m'avez pas répondu concrètement. Pour promouvoir le tourisme local, le tourisme pour vulgariser nos sites culturels, naturels, appelez-les comme vous voulez, artificiels, auprès des Camerounais. Lors d'une étude en 2008 par le Commonwealth dans l'élaboration de l'image de marque du Cameroun, c'était un constat phare que cet segment du tourisme, quand on dit segment, on veut dire le segment tourisme local et de loisirs. Les loisirs posent un problème. Problème dans le sens que moins de 10% des touristes font le tourisme de loisirs. Mais les Camerounais se déplacent. Les Camerounais, je peux vous rassurer, les Camerounais se déplacent, sauf pour des raisons de loisirs. Parce que c'est même ça le tourisme également. Le touriste se déplace pour une raison ou l'autre, pour tel intérêt ou l'autre. Les Camerounais se déplacent. Allez dans les agences, vous allez voir comment les Camerounais défilent à Douala, comme à Douala ils défilent à Yaoundé et dans d'autres villes, pour des raisons et des affaires et le shopping et plusieurs raisons culturelles, festivals et ainsi de suite. Les Camerounais se déplacent. Mais pour le seul but des loisirs, loisirs dans le sens vacances, récréation, c'est ça donc il faut encourager au tourisme économique. Effectivement. Mais je pense que suite à ceci, le chef de l'État était sensible et c'est en 2012 que le ministère a été, l'organigramme du ministère a été réorganisé avec la création d'une direction de développement des loisirs que je pense que beaucoup est en train de se faire pour encourager les Camerounais à découvrir le Cameroun. Si vous suivez, chaque année, il y a les colonies de vacances pour amener les Camerounais du nord au sud, du sud au nord, ainsi de suite, un peu partout au Cameroun. Parlons un peu des actions que le ministère fait pour faire connaître ces sites touristiques. Nous avons aujourd'hui une carte digitalisée, une carte touristique digitalisée, élaborée en collaboration avec l'Institut national de cartographie, qui enfin, au bout de cet outil, va répertorier tous les sites touristiques du Cameroun et qu'un touriste ou un Camerounais peut déjà visiter à partir de la carte, voir l'itinéraire, apprécier un peu peut-être les infrastructures qui sont tout autour avant d'y déplacer. Également, c'est un outil d'information et pour le marketing. Il y a également des actions, des éductours. Des éductours que le ministère organise, tant avec les journalistes internationaux que nos journalistes vous-même. Et même cette émission, tout ceci rentre dans les actions de promotion et de vulgarisation des sites touristiques camerounais. Quelles actions à l'endroit des expatriés? Parce que vous l'avez cité tout à l'heure, avec les attaques de la secte Boko Haram, avec la crise d'insécurité ou de sécurité qui s'est installée dans la région du Nord, le tourisme camerounais a certainement, et vous l'avez souligné, a connu quelques freins, quelques limites à son déploiement. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour rassurer à nouveau? Parce qu'il y a moins d'attaques, il y a une meilleure sécurisation de la zone du septentrion en général. Qu'est-ce qui est fait pour que les expatriés reviennent, pour que les pays amis du Cameroun, dans la coopération qui nous unit, cessent de nous classer dans les destinations à ne pas fréquenter? C'était une mauvaise approche adoptée par nos pays émetteurs des touristes. Dans quel sens? J'ai évoqué au début de l'émission que le Cameroun a sa particularité parce que nous avons 10 sous-destinations qui sont plus ou moins autonomes dans les atouts touristiques. Ce qui fait que
nos pays émetteurs de touristes n'ont pas pris la chose sur cette forme. Ils voient ça dans la perspective des autres destinations qui n'ont qu'une seule destination spécifique dans leur pays, et ils globalisent le Cameroun comme une destination dangereuse. Par contre, nous avons des régions qui n'ont pas de problèmes d'insécurité, c'est-à-dire à un certain degré, par exemple à Douala, à Yaoundé, à l'ouest et ainsi de suite. Il y a cette destination qui peut être bien fréquentée sans avoir une moindre crainte de l'insécurité. Également, le ministère organise à travers aussi les délégués régionaux, organise des éductours avec certains partenaires de la localité, des journalistes, les journalistes locaux, les guides de touristes, les tours d'opérateurs qui sont les agences de voyage qui sont dans la localité, pour les permettre, pour les faire voir et pour les permettre également de faire le relais des informations de la situation actuelle. Je pense qu'en fin 2017, début 2018, le délégué régional de l'extrême nord a fait un formidable travail en faisant cette action-là. Il a amené un certain nombre de journalistes au site touristique de Rumsiki, vous le connaissez, et là, effectivement, les journalistes ont passé une nuitée dans la sécurité. En fait, cela a permis qu'aujourd'hui, nos destinations émetteurs, nos pays émetteurs de touristes sont en train de solliciter un certain touriste dans cette destination. Nous parlons des Allemands, nous parlons des Italiens, nous parlons des Polonais, qui sont déjà les guides nationaux ont déjà fait des réservations pour certains touristes qui doivent arriver dans ces localités. Cela, nous pensons que ça va aider à faire le relais de la situation du tourisme dans ces localités. Monsieur Yebok, nous allons vers la fin de ce magazine et je vous ai posé la question tout à l'heure sur la collaboration secteur public, secteur privé. Et pour être plus précis maintenant, je voudrais savoir comment vous travaillez avec les opérateurs touristiques privés, ceux qui disposent de plateformes de promotion des sites touristiques, ceux qui organisent des voyages, ceux qui font la promotion de notre tourisme par divers moyens. Quelle est la collaboration concrète que vous avez, quel accompagnement vous leur apportez, et ceux qui ont des initiatives dans ce sens, comment vous les encouragez? Parce que je peux me faire l'écho ici des préoccupations des jeunes entrepreneurs qui, pour certains, veulent promouvoir le tourisme camerounais, veulent le valoriser, veulent amener les Camerounais et même les expatriés à continuer à découvrir leur pays. Nous sommes d'accord avec vous qu'on ne découvrira pas le Cameroun en un seul voyage. Quel appui ils peuvent espérer du ministère du Tourisme et des Loisirs? Comment vous collaborez avec ces opérateurs? La collaboration est multidimensionnelle et appui éventuellement financier et appui technique. Oui. Beaucoup plus l'appui technique. Il y a beaucoup de jeunes, des associations qui sollicitent le partenariat avec le ministère du Tourisme dans le sens de la promotion de la destination. Et je pense que si il faut comptabiliser, le ministère du Tourisme fait un peu plus des appuis. Bien que ça peut être pas suffisamment comme on aura voulu, mais avec les moyens disponibles, le ministère fait des appuis financiers au niveau des associations qui sollicitent le partenariat. Un exemple, par exemple, c'est très récemment, nous avons eu un groupe de jeunes, des guides, associations de guides de tourisme, qui vont organiser d'ici si je ne me trompe pas, le 27 ou 21 février, la journée internationale des guides de tourisme. Donc ils sont venus rencontrer le ministre d'État et le ministre d'État a promis son accord de principe pour les accompagner dans ce processus. Il est de même avec les journalistes, mais beaucoup plus en tant que directeur de sites touristiques, nous avons besoin
des développeurs. C'est-à-dire? Nous avons besoin de partenaires dans l'aménagement des sites touristiques. Quand on dit sites touristiques, la plupart des sites que nous avons cités là aujourd'hui se limitent autour de quelques hectares de terrain. Mais vous savez que pour que le tourisme puisse bien apporter, il faut que l'aménagement soit de façon consistante. Et c'est-à-dire que nous parlons des hectares qui doivent être aménagés. Le site touristique qu'on identifie n'est qu'une seule attraction dans une localité, qui peuvent être étendre pour impacter la localité, impacter l'économie d'une localité. Donc nous avons besoin des opérateurs. Et la loi relative à l'activité touristique est claire là-dessus. Comme je vous ai dit au départ, c'est une sorte de partenariat. L'État fait la viabilisation et le secteur privé fait l'aménagement des infrastructures. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a une carte de ces sites, j'allais dire une carte de projet de sites à viabiliser avec les niveaux d'extension, avec les projets d'infrastructure à bâtir, avec le coût, pour que l'opérateur ou le citoyen camerounais qui demain veut mettre 1 milliard dans un site, oui, quand il vient, qu'il ne passe pas des jours au ministère du Tourisme, qu'il n'attende pas qu'on lui produise des données qui ne sont pas disponibles. Est-ce que vous avez une carte de ces projets disponibles pour avant de répondre à votre question, je voulais préciser que la raison pour laquelle aujourd'hui notre durée de séjour de nos touristes tourne entre 1 et 2 jours, 2 et demi. Vous voyez un peu, ce qui fait que le touriste n'a pas le temps de laisser suffisamment de ressources. Oui. Donc la raison pour laquelle je dis un site doit être bien étendu pour que le touriste ne finisse pas, n'épuise pas les atouts de cette localité. Donc ils partent et qu'ils puissent revenir. Et qu'ils puissent revenir, comme m'a dit le chef de l'État. Absolument. Donc nous avons certains projets, mais également le processus de financement ou bien de présenter d'un projet avec un promoteur. Vous savez que si vous devrez faire un investissement sur un site touristique, d'abord voilà l'attraction. L'attraction est disponible. Maintenant, l'investisseur a déjà un cible. Il a un cible des touristes qui doivent arriver. Et ils connaissent exactement les besoins de cette cible qui doivent les accueillir. Raison pour laquelle c'est une sorte de travail participatif dans laquelle il va nous présenter voilà et permettre que l'organisation ou bien l'aménagement de ces sites soit fait de façon que les touristes quand ils arrivent puissent trouver les comptes, si je peux dire ainsi. Est-ce que le Cameroun et précisément le ministère du Tourisme va faire de bons comptes en 2019? Voilà ma question pour terminer ce programme. Déjà que le tourisme, je veux d'abord préciser que le tourisme est la locomotive d'une destination. Oui. C'est la locomotive d'une destination. Et je vous ai dit que le tourisme en 2019 et en allant est promettant. Ce qui fait que forcément en 2019, si on se contente des efforts qui sont menés par le chef de l'État dans les grands projets d'énergie, de l'eau, des voies d'accès qui sont en train de se faire, je pense que le tourisme est effectivement promettant dans l'année 2019 et avant. Mr. Oyebok Emmanuel Ashaki, thanks once more for being here in our program. In the name of the Minister of State, Minister of Tourism and Leisure, c'est avec grand plaisir donc que nous avons échangé avec vous. Vous direz toute notre gratitude à votre chef de département qui a facilité la conduite des reportages que nous avons pu voir dans cette édition. Et vous-même, pour votre disponibilité, la production vous remercie. I want to thank you very especially for having invited us on behalf of the Minister of State, Minister of Tourism and Leisure in this program, which will go a long way to clarify our visitors as well as our fellow Cameroonians to the potentials of our destination. We hope that you come again. We will always be ready
to open our doors and to participate in your program anytime that you like, because we think that it is not enough. Whatever we have presented is not enough to actually sensitize our population and our visitors, tourists to Cameroon. Thank you very much. Merci mesdames, messieurs, vous qui avez regardé cette édition de Stratégie, magazine de l'économie actuelle, qui pour cette année 2019 inaugure ces programmes avec ce spécial tourisme consacré donc à ce musée à ciel ouvert qu'est le Cameroun. Occasion de dire que nous avons des potentialités pour une économie florissante. À bientôt, dans un mois, une nouvelle édition sur votre chaîne. L'équipe de production vous remercie d'avoir regardé. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.